Sa nouvelle secrétaire m'a renversé du café chaud. C'est ta faute, a souri mon mari. Soudain, un investisseur a déclaré, l'accord de 300 millions est annulé. Il a pâli. La réception d'anniversaire de fondation de Vanguard Energy Tech se tenait au Grand Plaza Hotel à New York. La grande salle de bal était bondée de fournisseurs majeurs, de banquiers de Wall Street et d'actionnaires clés. C'était une pièce pleine de gens qui devaient impressionner et être impressionnés. En tant que directrice des opérations, je naviguais dans la salle, serrant des mains tout en révisant mentalement le dossier de présentation de notre prochain projet d'infrastructure à l'étranger. Le dernier obstacle pour cet accord était Marc Etienne, l'associé principal de Sterling Capital. Au centre de la salle de bal, mon mari, Nicolas Leclerc, notre PDG, était entouré de plusieurs membres du conseil d'administration. À ses côtés se tenait une femme que je reconnaissais à peine. Son nom était Chloé Durand. Elle avait été embauchée comme secrétaire exécutive il y a à peine 2 mois. Une secrétaire se tenant près du PDG n'était pas intrinsèquement étrange. Cependant, dans un espace VIP exclusif, réservé aux membres du conseil et aux principaux investisseurs, la voir rire alors que sa main reposait nonchalamment sur le bras de Nicolas était tout à fait différent. Autour de son cou pendait un cordon VIP tout accès. Une secrétaire standard gérerait la réception ou suivrait l'itinéraire. Elle ne serait absolument pas en train de suivre le PDG tout en s'accrochant à son bras pour saluer les principaux actionnaires. De plus, les parties prenantes clés de notre projet de 300 millions de dollars en attente étaient dans la salle. C'était un environnement où même le placement des invités était scruté comme un reflet de la gouvernance d'entreprise. J'avais déjà examiné le nom de Chloé dans nos rapports de dépenses préliminaires, les frais de réunion d'hôtel, les frais de divertissement externe, les dépenses d'hébergement exécutif. Pour une secrétaire débutante, les chiffres étaient exceptionnellement élevés. De plus, plusieurs de ces dépenses avaient été approuvées directement par Nicolas. Individuellement, les montants n'étaient pas faramineux, mais lorsque le même nom apparaissait à plusieurs reprises sur une courte période, cela attira mon attention. J'avais prévu de transmettre les dossiers au service comptable pour un audit de routine. Nous n'en étions pas encore au stade de le déclarer comme une fraude. Mon intention était de vérifier le routage d'approbation avec les finances après la réception. Je n'avais aucune envie de faire une scène sur place. Provoquer un tollé sans preuve solide ne ferait que me laisser nettoyer le désordre. J'avais fait exactement cela d'innombrables fois auparavant. Je supposais que ce soir ne serait pas différent. Tu es seule, Sophie? Kevin Duval, notre vice-président de la stratégie d'entreprise, s'approcha de moi, une coupe de champagne à la main. Le PDG te cherchait. Je levai les yeux de mes documents. S'il me cherche, j'ai besoin qu'il examine les projections de coûts pour le premier trimestre avant que nous ne parlions. Kevin esquissa un vague sourire et ne dit rien de plus. Je jetai un coup d'œil à l'indicateur VIP sur son badge, puis à travers la pièce au cordon de Chloé. Qui a autorisé le pass tout accès pour mademoiselle Durand? Le sourire de Kevin disparut. J'ai entendu dire que la demande venait directement du bureau du PDG. Votre département ne l'a pas vérifiée? Elle a été traitée selon le protocole de l'entourage exécutif. Je vois. C'est tout ce qu'il a fallu. La nouvelle secrétaire ne s'était pas faufilée. Nicolas avait contourné le système. Kevin semblait mal à l'aise, ses yeux baissant vers son verre. Ce n'est pas ma place de dire ça, murmura Kevin. Mais mademoiselle Durand est collée au PDG toute la soirée. Je peux le voir. Je coupai court à la conversation là. Je n'avais aucune intention de charger Kevin de nos problèmes conjugaux, et il était assez intelligent pour ne pas insister. Nos yeux se portèrent sur Nicolas. Il y a 5 ans, Vanguard Energy Tech était noyé dans des problèmes de trésorerie et des défaillances de la chaîne d'approvisionnement. Miller Global, mon ancienne entreprise, avait injecté 30 millions de dollars pour les renflouer, et j'avais apporté mes réseaux d'approvisionnement européens et sud-est asiatiques pour stabiliser le navire en perdition. Mon mariage avec Nicolas s'est produit en plein milieu de cette reconstruction. Pour le monde extérieur, le PDG, Marie, et la directrice des opérations, épouse, avaient bâti un empire ensemble. La réalité était une stricte division du travail.
Nicolas était le visage charismatique, excellent dans les ventes et les relations publiques. Je gérais l'approvisionnement, les chaînes d'approvisionnement, les divisions internationales et les opérations quotidiennes. Cet accord de 300 millions de dollars n'était pas différent. Nicolas avait agi comme principal contact avec Sterling Capital pendant 8 mois, tandis que mon équipe construisait le réseau d'approvisionnement en énergie renouvelable et élaborait les calendriers de livraison. L'accord ne pouvait exister sans les deux moitiés. Pour cette raison, je gardais délibérément nos frictions conjugales hors du bureau. Je supposais qu'il faisait de même. Du moins, c'est ce que je faisais jusqu'à ce soir. Chloé me regarda dans les yeux. Elle plissa les yeux pendant une fraction de seconde, puis afficha instantanément un sourire éclatant et entraîné. Elle se retourna et se dirigea vers le poste de restauration. Je ne voulais pas être trop dramatique et appeler cela une mauvaise prémonition, mais je savais qu'elle venait vers moi. Quelques minutes plus tard, Chloé revint, équilibrant 2 tasses de café sur un plateau en argent. Sophie. Être appelée par mon prénom dans un cadre professionnel par une subordonnée était tout à fait inapproprié. Je l'ignorais. Imperturbable, Chloé poussa l'une des tasses vers moi. Nicolas est debout toute la nuit. Il a dit, tu devrais faire une pause et prendre un café. Appeler le PDG par son prénom pendant les heures de travail, le faire intentionnellement devant sa femme. Si elle n'était qu'une débutante mal dégrossie, ce serait une chose. Le vrai problème était que Nicolas n'avait clairement jamais corrigé son comportement. Un couple de fournisseurs importants se tenant à proximité jetèrent un coup d'œil dans notre direction. Je ne pris pas la tasse. Non, merci. Je vais bien, mais puisque vous êtes en service, ne devriez-vous pas travailler ? Le sourire de Chloé se figea un instant. C'est vrai. Je suis tellement désolée. Elle s'excusa, mais ne recula pas. Je reportai mes yeux sur mes documents. C'est à ce moment-là que le plateau bascula brusquement. Le contenu de la tasse fut projeté droit sur moi. Je me décalai d'un demi-pas sur le côté. Je ne pouvais pas tout éviter. Du café brûlant imbiba ma manche gauche et éclaboussa ma poitrine, tachant instantanément mon blazer blanc impeccable d'un brun sombre et boueux. Le liquide brûlant s'infiltra sur mon poignet. Sophie, cria Chloé. La tasse en céramique frappa le sol en marbre et se brisa. Oh mon Dieu, je suis tellement désolée. Je ne l'ai pas fait exprès. Elle trébucha en arrière, créant une distance avant même que je puisse réagir. Des larmes montèrent immédiatement à ses yeux. Je suis tellement désolée. S'il vous plaît, si vous allez être en colère, prenez-vous-en à moi. S'il vous plaît, ne dites rien à Nicolas. Je n'avais même pas mentionné le nom de Nicolas. Juste à ce moment-là, l'homme lui-même se fraya un chemin à travers la foule. Nicolas regarda la porcelaine brisée sur le sol. Puis il regarda Chloé. Mon bras brûlé fut la toute dernière chose qu'il vérifia. Tu vas bien ? La question était adressée à Chloé, pas à moi. Nicolas inspecta ses mains, apparemment terrifié qu'elle ait pu attraper un éclat de porcelaine. Mon poignet était rouge vif. Le café goûtait encore de ma manche ruinée. Pourtant, Nicolas refusait de me regarder. Chloé secoua frénétiquement la tête. Je vais bien. C'est de ma faute. J'essayais juste de donner une tasse de café à Sophie. Et pendant qu'elle parlait, Chloé ne me regarda pas. Elle regarda Nicolas. Cela ne ressemblait pas à des excuses. Cela ressemblait à une vérification calculée pour voir qui allait la protéger. Nicolas joua son rôle parfaitement. Il s'interposa devant Chloé, la protégeant de son corps. Sophie. Je pressai une serviette en tissu contre ma manche imbibée et le regardai. Quoi ? Ne lui fais pas ce regard, dit Nicolas. Chloé ne l'a pas fait exprès. Je n'ai pas dit un seul mot encore. Nicolas hésita. Le bavardage dans notre voisinage immédiat s'était complètement éteint. Kevin était toujours là, figé. Nicolas balaya la foule environnante, puis baissa la voix en un chuchotement dur. Tu avais une seconde pour l'éviter. Tu aurais pu juste te pousser. Ma main s'arrêta de bouger. La piqûre de ces mots brûlait bien plus que le café sur ma peau.
Chloé se tenait silencieusement derrière Nicolas. Il affichait un regard qui s'attendait clairement à ce que j'avale ma fierté et diffuse la situation, comme je l'avais toujours fait. Pendant 5 ans, j'avais fait exactement cela. Quand Nicolas promettait trop lors des réunions du conseil, c'est moi qui arrangeais les choses avec les clients. Quand ces décisions retardées causaient le chaos à l'usine, c'est moi qui parcourais les départements pour arranger les choses. Je le faisais parce que je refusais de laisser l'entreprise stagner, pas seulement parce qu'il était mon mari. Il avait clairement mal interprété mon professionnalisme comme de la soumission. Il croyait sincèrement que je serais celle qui reculerait. Je regardais par-dessus son épaule et fixais les yeux de Marc-Étienne. L'associé principal se tenait à quelques mètres, observant tout le spectacle se dérouler. « Que as-tu dit » demandai-je à Nicolas. « Je veux que tu répètes ça une fois de plus. » Devant Monsieur Étienne. Je ne voulais pas d'excuses. Je voulais voir si Nicolas avait le cran de faire cette déclaration comme un reflet de jugement d'entreprise devant notre plus grand investisseur. Le visage de Nicolas devint rigide. « De quoi parles-tu ? Si tu ne m'as pas entendu, je vais l'appeler. » J'esquissai un léger signe de tête de reconnaissance envers Marc-Étienne. Tenant son verre de whisky, Marc commença à marcher vers nous. Nicolas paniqua et me tendit immédiatement la main. « Sophie, arrête. Ce n'est pas l'endroit pour faire une scène. » Je repoussai sa main. « Ce n'est pas moi qui fais une scène. Tu sais ce que je veux dire ? Alors tu peux expliquer exactement ce que tu veux dire à Monsieur Étienne. » Marc s'arrêta juste devant nous. « Y a-t-il un problème ici ? » Nicolas s'empressa de prendre les devants. « Monsieur Étienne, mes excuses. Juste un petit malentendu. » Je ne fis aucun effort pour cacher ma veste ruinée. Il n'y en avait pas besoin. Les yeux perçants de Marc se posèrent directement sur ma manche tachée de café. Les éclats brisés étaient toujours éparpillés sur le sol. Chloé se cachait toujours derrière le dos de Nicolas. « Un malentendu » demanda Marc calmement. Nicolas força un rire. « Notre nouvelle secrétaire a accidentellement renversé du café et Sophie est juste un peu émotive à ce sujet. »« Je suis quoi ?» demandai-je. Nicolas me lança un regard d'avertissement. « N'amplifie pas ça. Si tu ne voulais pas que ça soit amplifié, tu aurais dû lui faire s'excuser auprès de moi en premier, n'est-ce pas ?» Chloé laissa échapper un petit gémissement fragile. Je me suis excusée. Je la fusillai du regard. Je ne parlais pas à toi. Chloé recula. Le sourcil de Nicolas tressaillit de rage. Sophie. Sa voix était imprégnée de poison. Marc coupa la tension comme une lame. PDG Leclerc, concernant la présentation de la semaine prochaine au comité d'investissement, il semble que nous devions mener un audit supplémentaire de votre gouvernance interne et de vos protocoles de gestion. Le faux sourire disparut du visage de Nicolas. Monsieur Étienne, c'est une question complètement distincte. Est-ce le cas ? C'est un désaccord conjugal. Cela n'a absolument rien à voir avec les affaires de l'entreprise. Je restai silencieuse. Marc ne répondit pas immédiatement. Après quelques secondes angoissantes, il posa son verre sur une table de cocktail à proximité. Un incident qui se produit lors d'une fonction d'entreprise ne peut pas être écarté comme un litige domestique. Nicolas ouvrit la bouche. Non, mais... Marc continua. Votre secrétaire exécutive a jeté une boisson brûlante sur votre directrice des opérations devant vos principaux investisseurs. Chloé secoua la tête en panique. Ce n'était pas intentionnel. Je n'évalue pas l'intention pour l'instant. Le ton de Marc était absolument glacial. Le problème est le protocole de gestion de crise qui a suivi. Nicolas me lança un regard furieux, me blâmant clairement pour ce désastre. Je l'ignorais. Marc se tourna vers moi. CO Dubois, selon notre calendrier précédent, les conditions finales de cet accord devaient être fixées demain matin. Oui, répondis-je. La proposition devait être acheminée au comité d'investissement demain après-midi. Nicolas fit un pas désespéré en avant. Monsieur Étienne, s'il vous plaît. C'est un énorme malentendu.
J'assumerai l'entière responsabilité et je gérerai cela en interne. Marc fixa Nicolas. Comment comptez-vous gérer cela exactement? Nicolas n'avait pas de réponse. Il ne dit pas qu'il s'excuserait auprès de moi, ni qu'il enquêterait sur les actions de Chloé. Nous avons passé 8 mois sur cet accord, plaida Nicolas. Je savais exactement ce qu'impliquaient ces 8 mois. Nicolas s'était rendu à leur siège des dizaines de fois, négociant des termes avec leurs équipes financières. J'avais passé d'innombrables nuits en conférence en ligne avec nos directeurs d'outre-mer, restructurant complètement nos coûts d'approvisionnement et nos calendriers de livraison. Si nous passions le comité demain, nous irions directement au contrat formel. C'est précisément pourquoi. La réponse de Marc fut brutalement courte. L'entité qui rédige un chèque de 300 millions de dollars examine bien plus que les simples feuilles de calcul. Kevin Duval regardait ses chaussures. Les autres fournisseurs à proximité avaient cessé de faire semblant d'avoir des conversations décontractées. Marc regarda Nicolas et moi tour à tour. Je suce pas la présentation de 300 millions de dollars au comité d'investissement. Nicolas haleta. Monsieur Étienne, pas avant que nous n'effectuions un diagnostic complet de votre gouvernance d'entreprise interne. Ce n'est pas si grave. Vous ne pouvez pas dicter notre structure de gestion à cause d'une tasse de café renversée. Nicolas perdait le contrôle. Je ne peux pas accepter que notre compétence exécutive soit remise en question à cause de cela. Pour la première fois, Marc regarda directement Chloé. Alors permettez-moi de clarifier un point. À quelle capacité exacte Mademoiselle Durand est-elle présente dans cette zone restreinte? Avant que Nicolas ne puisse intervenir, Chloé prit la parole. Je suis la secrétaire exécutive du PDG. Depuis combien de temps êtes-vous dans l'entreprise? Environ 2 mois. Marc reporta son regard perçant sur Nicolas. Une employée de 2 mois porte un passe tout accès. Elle s'adresse à un membre du conseil d'administration par son prénom. Et juste après une altercation physique, le PDG se déplace pour protéger la subordonnée avant de vérifier les faits ou de vérifier l'état de son cadre blessé. J'observe la séquence de vos priorités. Nicolas fut frappé de mutisme. Marc continua, lorsque nous évaluons un investissement, nous ne cherchons pas une entreprise où les accidents n'arrivent jamais. Nous examinons qui vérifie les faits, quels protocoles sont suivis et comment l'entreprise résout le problème lorsqu'un accident se produit. Je n'ajoutai pas un seul mot. Si je parlais, c'était un mari et une femme qui se disputaient. Quand Marc parlait, c'était un mandat d'investissement de plusieurs millions de dollars. Vous modifiez un engagement financier massif à cause d'une affaire de vie privée, riposta Nicolas avec défensive. Le sourcil de Marc tressaillit. Si vous croyez toujours que c'est une simple affaire de vie privée, alors nous n'avons absolument plus rien à discuter ce soir. C'était la fin. Marc me fit un signe de tête poli, fit signe à son équipe et se dirigea directement vers la sortie de la salle de bal. Nicolas le poursuivit en panique. Monsieur Étienne, s'il vous plaît, laissez-nous juste présenter au comité demain. Marc ne ralentit même pas son pas. L'entourage de Sterling Capital s'éloigna derrière lui. Nicolas les poursuivit jusqu'aux grandes portes, mais s'arrêta finalement. Crier après eux ne servirait à rien. Seul le poids fantôme de 300 millions de dollars restait, planant dans la salle de bal silencieuse. Nicolas resta longtemps à fixer la sortie. Je pressai à nouveau le tissu contre ma manche mouillée. Plus tôt, quand Chloé m'avait jeté le café, elle était collée aux côtés de Nicolas. Maintenant, elle gardait ses distances. Nicolas se retourna lentement. Le ton désespéré qu'il avait utilisé avec Marc avait disparu. Son visage se tordit en un grognement entièrement dirigé vers moi. « Es-tu heureuse maintenant ?» Sa voix était un chuchotement venimeux. 300 millions de dollars, 8 mois de négociations épuisantes, et tu as tout fait capoter au milieu d'une salle de bal. Quel est ton but ici? Les murmures autour de nous reprenaient déjà. Marc Étienne est-il vraiment parti, chuchota Morgane, l'une de nos principales fournisseurs, à Julie Durand, une autre membre du conseil. Julie gardait les yeux fixés sur la sortie. Le PDG l'a pratiquement chassé lui-même.
Quiconque se souvient comment cette entreprise fonctionnait avant le rachat de Miller sait qu'on ne parle pas ainsi aux investisseurs. Même chuchotés, les voix parvinrent directement à Nicolas. Il leur lança un regard furieux mais garda la bouche fermée. Il tourna brusquement la tête vers moi. Fallait-il vraiment pousser les choses si loin? Je tenais ma manche ruinée. Ce n'est pas moi qui ai jeté du café. Ce n'est pas le problème. Tu as pratiquement dit à Sterling que j'étais un directeur incompétent, en face de lui. Arrête de jouer les victimes. De quoi es-tu réellement en colère? Nicolas serra les dents. Chloé s'approcha derrière lui. Nicolas, je suis tellement désolée. C'est entièrement de ma faute. Nicolas ne me quitta pas des yeux. Chloé continua à parler. J'ai dépassé les bornes. Sophie, s'il te plaît, décharge ta colère sur moi. Ne blâme pas Nicolas pour ça. Je regardais Chloé. Elle était censée s'excuser. Pourtant, elle positionnait constamment Nicolas comme la victime au centre du récit. Mademoiselle Durand. Oui. Pourquoi me demandez-vous de ne pas être en colère contre mon propre mari? Chloé ferma la bouche. Nicolas s'interposa instantanément entre nous. Surveille ton ton avec elle. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon ton? Chloé est nouvelle. Elle n'est pas habituée aux événements d'entreprise sous haute pression. Ne peux-tu pas faire preuve d'un peu de grâce, à propos du fait qu'elle m'a renversé du café? Oui. Ou du fait qu'elle t'appelle Nicolas et porte un passe tout accès? Les yeux de Nicolas se transformèrent en fente. Elle est ici pour le travail. J'ai autorisé le passe parce que c'était nécessaire. Si c'était nécessaire, il y a un registre d'autorisation formelle. N'est-ce pas? Bien sûr que oui. Je me tournai vers Kevin Duval, qui se tenait toujours maladroitement à proximité. Kevin, le département de stratégie d'entreprise a-t-il vérifié une demande d'entourage exécutif pour Mademoiselle Durand? Kevin regarda Nicolas, terrifié. Non, madame. La demande nous a été transmise directement du bureau du PDG à la sécurité de l'événement. Qui l'a approuvé? Le bureau du PDG. Le code d'approbation a été enregistré comme un mandat exécutif. Nicolas coupa Kevin. Nous n'avons pas besoin de débattre de la paperasse administrative en ce moment. Kevin referma sa bouche. Je me retournai vers Nicolas. Alors, tu l'as approuvé toi-même. Je viens de te dire que c'était requis pour ses fonctions. Bien, alors nous auditerons ses fonctions demain matin. Chloé tendit la main et saisit la manche de Nicolas. Je crois que je devrais partir. Est-ce que je ne devrais pas venir au bureau demain? Cette fois, Nicolas retira son bras de sa prise. Si cela avait été il y a 5 minutes, il l'aurait réconforté. Chloé, tais-toi une seconde. Chloé se figea. Nicolas reporta sa fureur sur moi. Toi aussi, arrête de faire une scène devant toute l'entreprise. Son ton avait changé. Il y a 5 minutes, j'étais juste Sophie. Maintenant, j'étais une responsabilité. Qui exactement est en train de faire une scène, demandai-je. Je ne fais que vérifier les faits. Nicolas éleva la voix. Bien, alors je vais aussi vérifier quelque chose. Excuse-toi auprès de Chloé tout de suite. Je le regardai, incrédule. Pourquoi diable devrais-je m'excuser? Parce que tu as amplifié ça. C'est moi qui ai été agressé avec du café chaud. Chloé a dit que c'était un accident. Alors nous mènerons une enquête. Enquêter sur quoi? Les journaux de sécurité. Les autorisations de passe tout accès. Les dépenses d'entreprise traitées sous son nom. La justification réelle de sa présence ici ce soir. La tête de Chloé se releva. Quelles dépenses d'entreprise? Je n'ai même pas. Nicolas interrompit ma question. Je t'ai dit de laisser tomber. Excuse-toi auprès de Chloé et mettons fin à cette nuit tout de suite. Non. Nicolas marqua une pause d'une fraction de seconde. Il ne s'attendait clairement pas à ce que je refuse catégoriquement. Sophie, excuse-toi. Non. Tu réalises ce que tu es en train de faire là?
Je sais exactement ce que je fais. C'est pourquoi je demande une enquête. Nicolas regarda autour de lui. Marc-Étienne était parti, mais les poids lourds, les principaux fournisseurs et les membres du conseil étaient tous encore en train de regarder. Si Nicolas reculait maintenant, il aurait l'air incroyablement faible. C'était sa peur la plus absolue. Si tu veux insister, menaça-t-il. Alors tu es suspendu des opérations quotidiennes à partir de demain. Un halètement collectif s'échappa d'un groupe de directeurs à proximité. Je fixai Nicolas. Tu me suces pas? Prends un peu de temps. Rafraîchis-toi la tête. Tu penses que tu peux diriger cette entreprise tout seul? Je suis le PDG et je suis la directrice des opérations et un membre du conseil détenant 25% des parts votantes. Je ne suis pas quelqu'un que tu peux simplement effacer parce que tu as fait une crise de colère. La mâchoire de Nicolas se serra. Chloé me regarda sous le choc. Ces 25% n'étaient pas un cadeau de mon mari. Il y a 5 ans, lors de la restructuration massive, Miller Global avait fourni le capital et les lignes d'approvisionnement internationales, et j'avais acquis cette participation à mon propre nom avant même que nous nous mariions. Nicolas le savait parfaitement, mais parce que j'avais toujours choisi la stabilité plutôt que le conflit, il s'était illusionné en pensant qu'il avait une autorité absolue sur moi. Je ne pris pas la peine de lui expliquer. Et alors, si tu as des actions, riposta Nicolas. Je suis le PDG. Je prends les décisions exécutives. Tu ne possèdes pas l'autorité du conseil d'administration à toi tout seul. Tu essaies de me faire la leçon sur la gouvernance d'entreprise? Je ne te fais la leçon sur rien ce soir. Nous examinerons tout formellement demain. La voix de Nicolas devint dure et désespérée. Depuis quand me parles-tu comme ça? Depuis que c'est devenu nécessaire. Ce soir? Morgane cessa de chuchoter à Julie. Pas un seul cadre dans la pièce ne détournait le regard maintenant. Soudain, une voix grave et rocailleuse résonna du bord de la foule. Croyez-vous vraiment que vous pouvez prendre cette décision seul? Nicolas se retourna. Arthur Leclerc se tenait là, le fondateur de Vanguard Energy Tech et l'actuel président du conseil d'administration. Maintenant septuagénaire, Arthur s'impliquait rarement dans les opérations quotidiennes. Il n'avait prévu de faire qu'une brève apparition ce soir. Cependant, il n'y avait pas un seul membre du conseil dans cette entreprise qui oserait sous-estimer Arthur Leclerc. La voix de Nicolas perdit complètement son tranchant. Papa, tu es toujours là? Ma présence vous gêne-t-elle? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Arthur regarda ma veste tachée et ruinée. Puis il regarda Nicolas et Chloé. J'ai vu Marc-Étienne partir en hâte. Nicolas se lança immédiatement dans la gestion des dégâts. Ce n'était qu'un malentendu. Une petite erreur de communication. Quelle erreur de communication? La voix d'Arthur ne monta pas, mais elle portait un poids énorme. L'investissement de 300 millions de dollars a été gelé. J'en ai été informé en arrivant. Par conséquent, j'exigerai une explication complète demain matin. De qui? De vous. Et avant de me l'expliquer, vous l'expliquerez au conseil d'administration. Le visage de Nicolas devint livide. Le conseil d'administration? Je convoque une réunion d'urgence du conseil d'administration demain matin. C'est complètement inutile. Le temps où vous décidiez ce qui était nécessaire est révolu. Nicolas fit un pas vers son père. Papa, c'est un problème entre Sophie et moi. Les yeux d'Arthur se plissèrent. Répétez-vous encore ce non-sens? Arthur tourna son regard vers Kevin Duval. Kevin, pouvez-vous confirmer l'habilitation de sécurité de Mademoiselle Durand pour ce soir? Kevin se tint au garde à vous. Entourage exécutif, monsieur. Approuvé directement par le bureau du PDG. Est-il conforme au protocole d'accorder une habilitation tout accès à une secrétaire avec 2 mois d'ancienneté? Ce n'est pas standard, monsieur, mais si un cadre l'exige, la sécurité s'y conforme. Arthur regarda de nouveau Nicolas. L'avez-vous exigé? Oui. Quel est le problème d'amener ma secrétaire à un événement d'entreprise? Je n'ai pas dit qu'il y avait un problème encore.
C'est précisément pourquoi nous allons enquêter. Nicolas ricana. Enquêter. Enquêter. Tout le monde va juste tout auditer parce que Sophie a fait une scène? Avant que je puisse répondre, Arthur l'interrompit. Marc-Étienne est parti. 300 millions de dollars viennent de s'évaporer. Une entreprise qui refuse d'enquêter après un échec catastrophique comme celui-là est une entreprise morte. Nicolas se tut complètement. Arthur appela Thierry Bonnet, notre directeur juridique et de la conformité, qui sortit de la foule. Thierry, je veux un gel complet et une préservation de toutes les approbations de dépenses exécutives et des fonds acheminés par le bureau du PDG ce soir. Alertez les auditeurs internes. Thierry fit un signe de tête sec. Compris. Je sécuriserai immédiatement les journaux d'accès au serveur. Nicolas tenta immédiatement d'intervenir. Attendez. Sous quelle autorité faites-vous cela? Thierry regarda Nicolas droit dans les yeux. Préservation des preuves, monsieur. Ce n'est pas une mesure disciplinaire. M'accusez-vous de quelque chose? Je prépare les données pour l'examen du conseil d'administration demain matin. Alors obtenez mon autorisation d'abord. Vous ciblez les journaux financiers du PDG. Nous n'avons pas besoin de l'autorisation du PDG pour préserver des données pour une enquête du conseil d'administration. Nicolas lança un regard venimeux à Thierry. Arthur intervint. Nous ne discutons pas de quel côté vous êtes. Nous discutons de la survie de cette entreprise. Avec ces mots, l'atmosphère dans la pièce changea complètement. Chloé se rapprocha de Nicolas de nouveau. Président Leclerc, si ma présence cause autant de problèmes, je démissionnerai. Nicolas n'a rien fait de mal. Arthur regarda froidement Chloé. Nous ne discutons pas de votre démission en ce moment. Chloé referma sa bouche. D'abord, nous allons vérifier votre habilitation de sécurité et tous les actifs d'entreprise qui vous sont alloués. Pendant ce temps, les RH et le service juridique feront un diagnostic complet de votre accès au réseau interne. Je n'ai rien fait de mal. Alors un audit ne devrait pas poser de problème. Chloé regarda Nicolas d'un air suppliant. Nicolas ne lui répondit pas immédiatement. Cette hésitation fut tout ce que Chloé avait besoin de savoir. Nicolas, tais-toi une minute. C'était la deuxième fois qu'il le disait. L'expression larmoyante et victimisée disparut du visage de Chloé. Arthur appela le chef de la sécurité de l'hôtel. Veuillez escorter mademoiselle Durand hors des lieux. Notre service des ressources humaines la contactera demain. Chloé saisit le bras de Nicolas. Je dois partir. Nicolas regarda sa main. Rentre juste chez toi pour ce soir, mais rentre. Cette fois, Nicolas détourna complètement le regard d'elle. Le directeur de la sécurité s'approcha de Chloé. Il ne la saisit pas, mais sa présence était indéniable. Mademoiselle Durand, par ici. Chloé resta figée. Nicolas. Il ne répondit pas. Après quelques secondes angoissantes, Chloé ajusta son sac à main de créateur. En passant devant moi, elle me lança un dernier regard furieux. Je ne dis rien. Lorsqu'elle atteignit la sortie, elle détacha le cordon tout accès de son cou. Le directeur de la sécurité le prit et le plaça dans une enveloppe Kraft. Il y a quelques heures, elle avait exhibé ce pass, se frottant les épaules avec notre clientèle d'élite. Maintenant, elle n'avait même plus l'autorité de rester dans la pièce. Nicolas ne la poursuivit pas. Arthur se retourna vers Nicolas. Vous assisterez à la réunion d'urgence du conseil d'administration demain matin à 8 heures. Compris. Et n'autorisez aucune nouvelle dépense ce soir. Les yeux de Nicolas s'écarquillèrent. Suspendez-vous mon autorité exécutive? Je n'ai pas dit cela. J'ai dit de ne déplacer aucun nouveau capital avant demain matin. C'est la même chose. Non, ce n'est pas le cas. La décision formelle concernant votre autorité exécutive sera prise par le conseil d'administration demain. À ce moment précis, Nicolas était toujours le PDG. Ce n'est pas parce qu'Arthur était le président qu'il pouvait légalement retirer son titre à Nicolas sur le sol d'une salle de bal d'hôtel. Ce soir ne concernait que la sécurisation des preuves.
L'exécution aurait lieu demain. Nicolas connaissait parfaitement le droit des sociétés. Pourtant, il choisit de se disputer avec Arthur, désespéré de maintenir sa domination. Nicolas ouvrit la bouche pour argumenter, mais Thierry le devança. Je verrouille les journaux du serveur en ce moment même, y compris toutes les transactions précédemment traitées. N'essayez pas de modifier des fichiers. Nicolas lança un regard noir à Thierry. Vous travaillez vite, n'est-ce pas? Vous venez de recevoir l'ordre du président. Sophie vous a-t-elle poussé à faire ça? Je ne lui ai rien demandé, répondis-je. Ne me mentez pas. Alors prouvez-le lors de la réunion du conseil d'administration demain. Nicolas me regarda dans un silence furieux. Arthur prit la parole. Sophie, puis-je vous accorder un moment de votre temps? Bien sûr. En privé. Je me tournai vers Kevin Duval et lui dis de suspendre toutes les réunions de la division Outre-mer de demain. Gardez la raison vague. Dites-leur simplement que nous ajustons le calendrier. Kevin hocha fermement la tête. Compris. Je drapai le châle fourni par le personnel de l'hôtel sur ma veste ruinée. Je passai devant Nicolas. Il ne dit pas un mot. Il resta là, me regardant quitter la salle de bal aux côtés d'Arthur. Chloé, qui s'était cachée derrière son dos quelques minutes auparavant, était partie depuis longtemps. Demain matin, Nicolas devrait faire face aux conséquences devant le conseil d'administration. Je suivis Arthur dans une salle de conférence privée de l'hôtel. Le premier déversement de données juridiques était déjà arrivé sur les serveurs sécurisés. Dès que nous entrâmes, Arthur fit glisser une tablette sur la table en acajou vers moi. C'était un disque partagé de Thierry. Regardez d'abord le deuxième onglet. L'écran affichait les dépenses de relations exécutives des 6 derniers mois. C'était un extrait préliminaire du logiciel de comptabilité, mais un nom y était omniprésent. Chloé Durand. Ce sont des fonds discrétionnaires approuvés par le bureau du PDG, expliqua Arthur. Dîner client, honoraires de conseil externe, transport exécutif, hébergement d'entreprise à court terme. Par leur seul nom, il s'agissait de déductions d'entreprises standard. Le problème était les fournisseurs. La même agence de location de pentouses de luxe pour entreprises. Le même importateur automobile européen haut de gamme. Le même compte d'entreprise chez Saks Fifth Avenue. Je cliquai sur les entrées. Les codes de dépenses variaient, mais la signature d'autorisation finale sur presque tous était celle de Nicolas. Qui vit réellement dans ce pantouse d'entreprise, demandai-je. Arthur secoua la tête. J'ai demandé au service juridique d'enquêter en ce moment même. Je notai le numéro du contrat de location du pantouse. Je n'allais pas tirer de conclusion sans preuve. Nous pouvons croiser cela avec l'adresse résidentielle de Chloé dans son dossier RH. Demandez aux auditeurs internes de récupérer ses dossiers personnels. C'est déjà fait. Arthur resta silencieux un instant. Sophie, si cela ne concernait que ce soir, je vous aurais peut-être dit de régler cela en couple. Je levai les yeux de la tablette. Mais c'est du capital d'entreprise. Nous ne le savons pas encore avec certitude. C'est exact. Arthur se corrigea immédiatement. C'est pourquoi nous auditons. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Je fis défiler la feuille de calcul. Le nom de Nicolas continuait d'apparaître. Au cours des 6 derniers mois, ma principale préoccupation a été la chaîne d'approvisionnement internationale et la logistique des achats, dis-je. Pour le budget discrétionnaire du PDG, je ne examine que les agrégats mensuels. Les détails itemisés sont gérés entre les finances et le bureau du PDG. Il a peut-être trouvé un angle mort dans le système, marmonna Arthur. Vérifions d'abord. Je revins à l'écran. S'il ne s'agissait que des dépenses de Chloé, il y avait encore une mince part de dénégation plausible. Une assistante exécutive en attente, des hébergements de voyage d'urgence, des allocations de garde-robe client, une comptabilité créative pouvait masquer cela. Mais ensuite j'ouvris l'onglet suivant. C'était un transfert massif. Des fonds détournés de la division recherche et développement vers un compte d'ajustement général d'entreprise. 1,2 million de dollars. Je figeai l'écran.
Qu'est-ce que c'est? Arthur se pencha pour le lire. Capital de RD réaffecté du budget de test d'équipement du mois dernier. De ce compte d'ajustement d'entreprise, les fonds étaient fragmentés en plusieurs paiements de fournisseurs intraçables. La feuille de calcul seule ne pouvait pas tracer la destination finale. Mais une chose était claire. Cet argent avait été volé à un département complètement différent. Je sortis mon téléphone et composai le numéro de Thierry. Thierry, voyez-vous ce virement de 1,2 million de dollars de RD vers le compte d'ajustement d'entreprise? Je le examine avec les auditeurs internes en ce moment même, répondit Thierry. Avez-vous les formulaires d'autorisation de changement d'objectif approuvés? Nous ne pouvons pas les localiser, mais nous avons la signature numérique du PDG autorisant le transfert. Juste Nicolas? Pour l'instant, oui. Cependant, le déversement de données de ce soir n'est pas suffisant pour prouver légalement l'utilisation finale des fonds. Compris. Ne tirons pas de conclusions hâtives. Sécurisez simplement les grands livres maîtres et les historiques de transactions bancaires. Nous avons initié le verrouillage il y a 1 heure. Nous récupérons également les documents de demande originaux pour les cartes de crédit d'entreprise et les baux de véhicules. Je partage tout avec les partenaires de notre conseil externe, Sterling et Hay. Je raccrochai le téléphone. Arthur me regarda. Quelle est votre lecture en ce moment? Nous avons 2 problèmes distincts. Des dépenses douteuses potentiellement liées à Chloé Durand et un détournement non autorisé de 1,2 million de dollars de fonds de RD. Est-ce une affaire de détournement criminel? Il est trop tôt pour le dire, répondis-je instantanément. D'abord, nous verrouillons les faits internes. Si nous accusons Nicolas d'un crime fédéral sans suivre exactement où l'argent est allé, toute notre affaire s'effondre. Arthur hocha la tête en signe d'accord. Nous ne présenterons que des faits vérifiables lors de la réunion du conseil d'administration demain. Exactement. À 1 heure du matin, les auditeurs internes et le conseil externe livrèrent la première vague de données croisées. Le bail du Penthouse de luxe était enregistré au nom de Chloé Durand. Il était facturé à l'entreprise sous le couvert de réserve de logement exécutif à long terme. Pourtant, au cours des 3 derniers mois, pas un seul cadre en visite n'y avait mis les pieds. Le Range Rover importé, amorti comme véhicule de transport exécutif, montrait un journal de kilométrage GPS composé presque entièrement de trajets entre l'appartement de Chloé et notre siège social. Les journaux du week-end montraient des trajets étendus vers des quartiers commerçants haut de gamme de Manhattan. Les cartes de crédit d'entreprise montraient des transactions massives répétées dans des grands magasins de luxe les jours où il n'y avait aucun événement d'entreprise au calendrier. 1 ou 2 charges pouvaient être considérées comme une erreur, mais le même titulaire de carte, le même fournisseur et la même signature d'approbation, c'était indéniable. Les estimations provisoires situaient l'utilisation personnelle présumée des actifs de l'entreprise à environ 450 000 dollars. Le détournement de fonds de RD de 1,2 million de dollars était une bête complètement différente. L'argent avait été acheminé vers plusieurs comptes fictifs. Il n'y avait aucune documentation formelle justifiant le transfert. La seule empreinte numérique était la signature d'approbation finale de Nicolas. La note juridique du conseil externe déclarait explicitement actuellement au stade de la recherche de faits. Je m'assurais de laisser cette formulation exacte dans les dossiers de briefing des membres du conseil. J'intitulais le document Rapport d'audit interne préliminaire et non Enquête pour fraude. Je ne faisais pas cela pour protéger Nicolas. Je savais que si j'apportais des accusations non vérifiées à une salle de conseil, les documents seraient rejetés comme des rumeurs hostiles. Arthur n'objecta pas à ma stratégie. Je fermai les fichiers numériques. Je compris enfin pourquoi Nicolas était si arrogant à la réception. Chloé n'obtenait pas seulement des fleurs et des dîners fantaisistes. Nicolas traitait une société cotée en bourse comme son propre compte courant personnel. C'est aussi mon échec, dit Arthur, en fixant l'écran. La culpabilité ne ramènera pas le capital. Arthur leva les yeux vers moi. Je continuai. Nous n'allons pas rentrer dans la salle de conseil demain pour gronder un enfant qui se comporte mal. Nous allons prendre des décisions exécutives. Je déposerai une motion pour révoquer Nicolas de son poste de PDG, dit Arthur sans hésitation.
Et je vous nommerai comme son successeur. Je ne répondis pas immédiatement. Devenir PDG était secondaire. Sauver l'entreprise de l'effondrement total était la priorité. L'accord avec Sterling Capital était au point mort. Nous avions besoin d'un récit à toute épreuve pour nos actionnaires. Les centres de fabrication à l'étranger attendaient notre feu vert. J'ai des conditions, dis-je. Nommez-les. Si le conseil estime que les preuves sont insuffisantes, ne me nommez pas. Arthur fronça les sourcils. Pourquoi ? Une femme qui orchestre un coup d'État pour éjecter son mari et s'emparer du poste de PDG. Si c'est tout ce qu'il voit, cela prouve le point de Marc Etienne. Nous aurions l'air d'une responsabilité volatile. Arthur resta silencieux un long moment. Vous voulez dire que cela ressemblera à un différend domestique plutôt qu'à une restructuration d'entreprise calculée ? Exactement. Compris. De plus, le vote pour révoquer Nicolas et le vote pour me nommer doivent être des motions entièrement distinctes. Ne les regroupez pas en une seule résolution. Demandez à Thierry de vérifier la légalité. Je le ferai. J'avais une autre condition. Que Nicolas conserve son siège en tant que membre standard du conseil d'administration est une question entièrement distincte. Demain, nous ne lui retirons que le titre de PDG et son autorité exécutive. Retirer un membre du conseil d'administration nécessite un vote des actionnaires et nous n'avons pas le temps pour cela. C'est bon. Il n'était pas nécessaire de tout prendre en même temps. Nous devions exécuter les frappes chirurgicales nécessaires pour sauver l'entreprise. Le divorce houleux pourrait être géré après la réunion du conseil. Pour l'instant, la seule chose qui importait était de retrouver les fonds de l'entreprise. Le lendemain matin, la salle du conseil exécutif au dernier étage de Vanguard Energy Tech était silencieuse. Le conseil d'administration et le directeur de la conformité étaient tous présents. Arthur était assis en bout de table. J'étais assise à ma place habituelle. Nicolas était directement en face de moi. Il n'avait plus l'arrogance absolue de la veille, mais il n'avait pas encore craqué. Thomas Rivière, notre vice-président des ventes intérieures, plaça un épais classeur à côté de Nicolas. Thomas avait toujours été l'un des plus proches alliés de Nicolas au conseil d'administration. Nicolas jeta un coup d'œil au classeur et ricana. Vous travaillez tous incroyablement vite. Vous avez mobilisé les auditeurs et le conseil externe pendant la nuit. Vous aviez prévu de me tendre une embuscade dès le début, n'est-ce pas ? Je ne savais pas ce que vous dépensiez l'argent de l'entreprise avant hier soir, répondis-je calmement. Menteuse. Thomas intervint. Messieurs, Sophie, mettons de côté les accusations. Il regarda Arthur. Président, Nicolas est toujours le PDG par intérim. Nous devons respecter strictement le protocole d'entreprise. C'est précisément pourquoi nous avons convoqué cette réunion du conseil d'administration, répondit Arthur. Thomas marqua une pause. Alors je demande que nous commencions par une vérification des faits. Certainement. Thierry Bonnet distribua les dossiers préliminaires. Ce n'était pas un manifeste tentaculaire. C'était un registre stérile et objectif des transactions et des données contractuelles vérifiées entre minuit et 8 heures. Thierry ouvrit la première page. Je tiens à préciser que cet audit préliminaire est en cours. Nous ne le classons pas légalement comme une fraude criminelle à ce moment précis. Nicolas ricana bruyamment. Alors à quoi bon cette réunion ? Thierry l'ignora. L'objectif est d'évaluer si le fait de permettre au PDG actuel de conserver son autorité exécutive présente un risque critique pour l'entreprise. Thomas leva la main. Avons-nous les données brutes ? Nous ne pouvons pas prendre de décision à partir d'un résumé. Thierry tapota l'épaisse annexe. Les données brutes des fournisseurs de cartes de crédit d'entreprise, des agences de location et de notre logiciel de comptabilité SAP interne sont jointes. Nous les recoupons actuellement avec nos journaux bancaires institutionnels. Thomas feuilleta l'annexe. Thierry poursuivit. Les estimations préliminaires indiquent que l'utilisation personnelle non autorisée des actifs de l'entreprise s'élève actuellement à environ 450 000 $. Thomas cessa de tourner les pages. 450 000 $? Correct.
Tout cela est-il lié à Mademoiselle Durand? Nous n'avons pas définitivement lié chaque dollar. Ce total représente les fonds que nous avons réussi à retracer jusqu'à l'utilisateur ou le bénéficiaire spécifique à ce jour. Thierry passa à la page suivante. Nous avons confirmé que le bénéficiaire physique réel du bail du Penthouse de luxe pour entreprise, du bail du Range Rover et d'une partie significative des charges de carte d'entreprise est Chloé Durand. Nicolas frappa sa main sur la table. Ce sont des dépenses légitimes requises pour les fonctions de secrétaire exécutive. Notez cela dans le procès-verbal, la voix de Thierry était complètement dénuée d'émotion. Notez. Cependant, il existe des divergences massives entre l'objectif d'entreprise déclaré sur les contrats et les journaux d'utilisation réels. Quelle divergence? L'écrasante majorité des journaux GPS du véhicule consiste en des trajets entre la résidence privée de Mademoiselle Durand et le siège social de l'entreprise. Un kilométrage étendu le week-end vers des lieux non professionnels a également été vérifié. Nicolas saisit le dossier. C'est un véhicule de transport exécutif. Ça arrive. Thomas regarda Nicolas pour la première fois. Nicolas, affirmez-vous sérieusement que les 450 000 $ peuvent être justifiés par des fonctions de secrétaire? Nicolas n'eut pas de réponse immédiate. Thierry poussa un dossier séparé au centre de la table. Il y a un autre élément. Je regardai Nicolas. Thierry lut les chiffres à voix haute. Nous avons vérifié un virement non autorisé de 1,2 million de $ détourné de la division recherche et développement vers un compte d'ajustement général d'entreprise. Thomas se pencha en arrière dans son fauteuil en cuir, stupéfait. 1,2 million? Correct. Nous ne pouvons pas localiser de documentation formelle autorisant un changement d'affectation budgétaire. Qui l'a signé? La signature numérique finale appartient au PDG Nicolas Leclerc. Thomas tourna brusquement la tête vers Nicolas. Qu'est-ce que c'est que ça? Nicolas bondit de sa chaise. Attendez, c'est une question complètement distincte. Thierry le fixa. Alors, s'il vous plaît, expliquez cette question distincte au conseil d'administration. Chaque père Dieu dans la salle de réunion se fixa sur Nicolas. La nuit dernière, Nicolas croyait sincèrement qu'il était intouchable. Croyait-il toujours que Thomas ne se précipitait plus pour jouer la défense? Le ton de Thierry était implacable. Nicolas referma violemment le dossier. C'était une réaffectation de RD. Je restructurais juste les flux de trésorerie. Pour quel projet? Demanda Thomas. Quel département avait besoin de ces fonds? Vous ne pouvez pas me dire que vous avez oublié où vous avez déplacé plus d'1 million de $. Je connais le montant, cria Nicolas. Il me désigna d'un doigt tremblant. Pourquoi ne demandez-vous pas ce qu'elle faisait hier soir? Assembler un dossier comme celui-ci en 8 heures est complètement anormal. Les grands livres de données brutes et les journaux bancaires existent depuis des mois, répondis-je calmement. Je ne les ai pas fabriqués du jour au lendemain. Ce n'est pas ce que je demande. Alors que demandez-vous? Je demande depuis combien de temps vous complotez ce coup d'État. Arthur frappa son poing sur la table. Nicolas, arrête de détourner la conversation et explique les fonds. Vous prenez son parti aussi, papa? Il n'y a pas de parti. C'est votre excuse depuis hier soir. Nicolas repoussa sa chaise. Est-ce que l'un d'entre vous sait combien de sang j'ai versé pour cette entreprise? Vous me traitez comme un criminel fédéral pour un ajustement de trésorerie. Thierry tourna la page. Nous ne vous traitons pas de criminel. Nous soulignons qu'il n'y a aucune documentation justifiant la réaffectation et que la destination finale des fonds reste inconnue. Nous demandons simplement une explication. Demandez aux finances. Les finances ont traité le virement sur la base de mon mandat exécutif. Alors il ne devrait pas y avoir de problème, grogna Thomas. Nous essayons de déterminer s'il y a un problème. Si vous détournez des fonds de RD, vous devez au moins informer les chefs de département. Nicolas lança un regard furieux à Thomas. Toi aussi, Thomas. Hier, tu prêchais sur le protocole d'entreprise. Thomas ne quitta pas la feuille de calcul des yeux. Je vous le demande parce qu'il n'y a aucun protocole dans ce dossier.
Nicolas ouvrit la bouche pour riposter, mais Thierry sortit une dernière feuille de papier. Le recoupement bancaire institutionnel vient d'arriver. Nicolas se figea. Sur les 1,2 million de dollars détournés vers le compte d'ajustement de l'entreprise, 300 000 dollars ont été immédiatement redirigés pour couvrir les déficits du budget des relations exécutives. Qu'est-ce que cela signifie ? Demanda Thomas. Les relations exécutives couvrent le pantouse de luxe, les baux de véhicules et les limites des cartes de crédit d'entreprise. Nicolas frappa les deux mains sur la table. Arrêtez. C'est une manœuvre comptable interne. Arrêtez de faire croire que j'ai dépensé 1 million de dollars pour Chloé. Je n'ai jamais dit que vous l'aviez fait, répondit Thierry instantanément. J'énonce un fait vérifié. Une partie de notre budget RD critique a été secrètement acheminée pour couvrir les dépenses excessives du bureau du PDG. Si le terme déficit vous offense, veuillez fournir la terminologie exacte. Nicolas n'eut pas de réponse. Je regardais les codes d'autorisation sur les documents. La signature numérique de Nicolas n'avait pas été falsifiée du jour au lendemain. Nicolas me fixa. Allez-vous dire que j'ai aussi falsifié cela ? Vous feriez absolument ça. Thomas jeta son stylo sur la table. Nicolas, ça suffit. Qu'est-ce que tu veux dire par ça suffit ? Elle a utilisé Marc-Étienne hier soir pour détruire un accord de 300 millions de dollars. Marc-Étienne a retiré l'accord, le corrigez-je. Je n'ai pas l'autorité de commander Sterling Capital. Parce que vous l'avez amplifié. C'est un fait ? Alors le café, les 450 000, les 1,2 million. Allez-vous me blâmer pour tout ça aussi ? Nicolas ouvrit la bouche pour crier. Arthur l'interrompit. Vous n'avez pas à répondre à cela. Nous en avons assez entendu. Nicolas se tourna vers son père. Papa, tu fais vraiment ça ? Tu ne vas pas laisser un PDG en place qui ne peut même pas expliquer ses propres grands livres. Tu veux juste donner le trône à Sophie. Nous soumettrons cela aussi au vote du Conseil. Nicolas laissa échapper un rire creux et amer. C'était truqué dès le début. Je posai mon stylo sur la table. Hier soir, j'ai expressément demandé au président Leclerc de séparer la motion pour votre révocation et la motion pour ma nomination en 2 votes distincts. Nicolas me lança un regard furieux. Arrête de jouer les héros. C'est enregistré dans le dossier de préparation du procès-verbal officiel, confirma Thierry. Le président a instruit le service juridique de séparer les motions. Le regard furieux de Nicolas se tourna vers Thierry. Vous aussi, Thierry, vous suivez aveuglément le protocole. Vous n'avez rien dit quand j'étais PDG et vous avez complètement manqué cet audit jusqu'à hier soir. Maintenant vous jouez à Captain America. Thierry ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Thomas ferma son classeur. Président, sur la base des preuves préliminaires présentées, je ne crois pas que nous puissions permettre au PDG actuel de conserver son autorité exécutive. Nicolas se retourna. Thomas, il devrait être suspendu pendant l'enquête au moins. Vous m'avez soutenu jusqu'à hier. Je vous ai donné cette promotion. Thomas regarda Nicolas droit dans les yeux. Vous abordez cela lors d'une réunion officielle du Conseil ? Nicolas resta silencieux. Un autre directeur leva la main. Je seconde la motion. Les dépenses personnelles sont déjà assez graves, mais piller le budget RD est complètement indéfendable pour nos actionnaires. Un autre directeur ajouta. Laisser le PDG en fonction pendant une enquête active pour détournement de fonds est un suicide pour l'entreprise. Nicolas rugit. Vous, les lâches. Aucun de vous n'a dit un mot avant hier. Maintenant, vous me laissez tomber. Personne n'a dit que c'était entièrement de votre faute, riposta Thomas. C'est exactement pourquoi nous enquêtons. Alors enquêtez sur Sophie. C'est la directrice des opérations. Qu'en est-il de sa responsabilité pour ne pas avoir surveillé le capital de l'entreprise ? Je hochai lentement la tête. Vous pouvez m'enquêter aussi. Nicolas se figea. Quoi ? Récupérer tous mes journaux d'autorisation. Auditer les budgets de la division Outre-mer et des achats. Faites-le en parallèle avec votre enquête.
Compris, dit Thierry. Nous mènerons un audit parallèle couvrant exactement la même période fiscale. Arrêtez de prendre des décisions exécutives sans moi. Nicolas repoussa violemment sa chaise. Je suis toujours le PDG de cette entreprise. Arthur parla plus fort que lui. Et c'est exactement ce sur quoi nous allons voter. Soudain, les lourdes portes en chaîne de la salle de conseil s'ouvrirent. Mélanie Leroy, notre directrice des relations publiques, entra, tenant une tablette. Normalement, personne n'interrompt une réunion du conseil à huis clos. Mes excuses, mais cela nécessite une attention immédiate. Arthur lui fit signe d'entrer. Qu'est-ce que c'est ? Mélanie connecta sa tablette au projecteur principal. Des blogs d'actualité financière et des feeds Twitter inondèrent l'écran. Catastrophe de l'anniversaire d'entreprise. Secrétaire du PDG. Accord de 300 millions de dollars gelés. Détournement de fonds suspectés. Quiconque dans la salle de bal la nuit dernière aurait pu faire fuir les 3 premiers points. Le problème était ce qui suivait. Des photos du Pantouse de luxe. Des photos du Range Rover. Des captures d'écran de virements suspects de Nicolas à Chloé. Je me tournai vers Mélanie. Avons-nous vérifié tout cela ? Les photos de l'incident à l'hôtel correspondent à hier soir. Le service juridique est en train de vérifier les virements. Nous n'avons pas identifié le responsable de la fuite. Nicolas regarda le projecteur avec une horreur absolue. La pièce devint silencieuse. Nicolas se tenait là, sa voix tremblante. Elle est la seule à avoir ça. Les virements que je lui ai envoyés. Il s'arrêta, mais le mal était fait. Le conseil d'administration venait d'entendre Nicolas avouer à voix haute qu'il avait effectué des virements personnels à Chloé. Mélanie continua, sa voix strictement professionnelle. À 9h25, notre action a chuté. La négociation a été suspendue. 3 de nos principaux fournisseurs ont demandé des conférences téléphoniques immédiates. Nos principales banques institutionnelles exigent un briefing. L'un des administrateurs prit la parole. Qu'en est-il de Sterling Capital ? Aucun contact pour l'instant. Cependant, 2 de nos principaux clients nationaux menacent de geler toutes les commandes en attente. Thomas s'enfonça dans son fauteuil en cuir. C'est bien plus qu'un différend domestique maintenant. Il y a une autre chose, dit Mélanie. Nous devons déposer un formulaire 8K auprès de la SEC immédiatement. Nicolas sortit de son choc. Absolument pas. Nous sommes en pleine enquête. Si le PDG est révoqué, la divulgation à la SEC est légalement obligatoire, déclara Thomas. Thierry hocha la tête. Un changement de directeur général déclenche un dépôt automatique. Nous rédigerons également un communiqué de presse décrivant les faits de l'enquête et l'impact prévu sur nos bénéfices trimestriels. Je dis, attendez. Nicolas hurla, coupant Thierry. Si vous publiez ça, vous avouez votre culpabilité à l'ensemble du marché. Il est infiniment pire d'émettre un démenti général et de se faire prendre à mentir lorsque l'audit est terminé, répliquai-je. Tais-toi. La stratégie de relations publiques est actuellement un point à l'ordre du jour de ce conseil, déclara Mélanie calmement. Je suis toujours le PDG. Mélanie regarda directement Nicolas. Alors, en tant que PDG, veuillez confirmer ce qui suit pour le communiqué de presse. Le bail du Pantouse de luxe est enregistré au nom de la société. Est-ce exact ? Nicolas grimace. Oui. Le bail du véhicule également. Oui. Et l'unique utilisateur de ces actifs était mademoiselle Chloé Durand. Nicolas refusa de répondre. Mélanie ne céda pas. Puis-je formellement le nier à la presse ? Je l'ai juste laissé les utiliser pour des tâches de secrétaire. Alors nous publierons une déclaration disant que les faits sont actuellement sous enquête, basée sur votre affirmation. Ne mettez pas mon nom sur le communiqué de presse. Vous êtes le PDG qui a autorisé les dépenses. Retirer votre nom déclencherait immédiatement un examen de la SEC. Nicolas lança à Mélanie un regard d'intention meurtrière. Mélanie ne cligna même pas des yeux. Hier, la directrice des relations publiques n'aurait jamais osé parler ainsi au PDG.
Mais aujourd'hui, émettre un démenti général signifiait que la société assumait une responsabilité juridique totale. Nicolas, dit Thomas doucement, les relations publiques de l'entreprise ne peuvent pas agir comme votre avocat personnel. Qui dit que c'est personnel? Je suis le visage de cette entreprise. C'est précisément pourquoi vous êtes un passif. Nicolas était enfin acculé. Il tourna sa fureur désespérée vers moi. Sophie, es-tu heureuse maintenant? Vas-tu aussi me blâmer pour ça? Si tu avais juste gardé ta bouche fermée hier, rien de tout cela n'arriverait. Si j'avais gardé ma bouche fermée, les 1,2 million de dollars réapparaîtraient-ils comme par magie dans le budget RD? Arrête de changer de sujet. Je ne change pas de sujet. Nous parlons de la même chose depuis tout ce temps. Nicolas me désigna d'un doigt tremblant. Tu veux juste le trône. Nous étions mariés depuis 5 ans, et ton plan secret était de me jeter à la rue et de prendre la couronne. Je le regardais avec une absence totale de sympathie. Pourquoi le seul moment où tu te souviens que nous sommes mariés depuis 5 ans, c'est quand tu es acculé? Quand tu as donné à Chloé un Pantouse de luxe et un Range Rover, ce n'étaient pas des cadeaux personnels. Quand elle m'a renversé du café bouillant hier soir, c'était un accident. Quand tu t'es tenu devant Marc-Étienne et m'as dit que j'aurais dû l'éviter, n'importe quoi. Sophie, quand tu m'as blâmé d'avoir fait capoter un accord de 300 millions de dollars. Tais-toi. Maintenant tu veux jouer la carte du mari? J'ai dit, tais-toi. Le cri de Nicolas résonna violemment sur les murs de la salle de conférence. Arthur intervint finalement. Assez. Nicolas tourna brusquement la tête vers Arthur. Qu'est-ce que tu veux dire par assez? Nous devons voter. Attendez, je n'ai pas fini d'expliquer. Vous n'avez pas expliqué où sont passés les 1,2 million, rugit Thomas. Nicolas lança un regard noir à Thomas. Je vous l'ai dit. Je vais vérifier avec les finances. Ce n'est pas une raison pour me priver de mon autorité exécutive. Thomas, tu me trahis aussi? Thomas secoua lentement la tête. Je protège l'entreprise. Arthur lut l'ordre du jour formel. Motion numéro 1, une résolution visant à révoquer Nicolas Leclerc de son poste de directeur général. Nicolas se leva en panique. Papa! Arthur ne s'arrêta pas. Tous pour, levez la main. Des mains jaillirent en l'air. 1, 2. Thomas leva la sienne. Nicolas regarda Thomas avec incrédulité. Fils de. Thomas garda la main levée. Une nette supermajorité avait voté en faveur. Thierry vérifia le décompte. La motion est adoptée. La résolution numéro 1 est adoptée. Nicolas frappa son poing sur la table en acajou. C'est mon entreprise. Arthur riposta instantanément. Incorrect. C'est l'entreprise des actionnaires. Nicolas se jeta autour de la table vers moi. Sophie, tu as orchestré tout ça. Même ce vote, tu as manipulé le président. Tu as acheté le conseil. Nicolas tendit la main vers le classeur posé devant moi. Charles-Henri, l'un des administrateurs, se leva de sa chaise et lui bloqua le passage. Nicolas, arrêtez-vous là. Dégagez de mon chemin. Ne perturbez pas une réunion officielle du conseil. Je suis le PDG. Vous venez d'être légalement révoqué de votre poste de PDG, déclara froidement Thierry. Nicolas se tourna vers Thierry. Les dépôts auprès de la SEC n'ont même pas encore été mis à jour. Les résolutions internes d'entreprise sont juridiquement contraignantes dès que le vote est conclu. Nous déposerons les documents immédiatement après cette réunion. Nicolas tenta de repousser Charles-Henri. Charles-Henri ne le saisit pas, mais il planta fermement ses pieds entre Nicolas et moi. Veuillez quitter la salle de réunion avant que j'appelle la sécurité. Ne me touchez pas. Je ne vous touche pas, reculez. Nicolas se figea enfin. Il regarda autour de la pièce. Pas un seul directeur qu'il croyait dans sa poche ne se leva pour le défendre. Arthur passa au point suivant de l'ordre du jour. Ensuite, la résolution visant à nommer un nouveau directeur général. Je regardai Arthur.
Exactement comme nous l'avions convenu la nuit dernière, la révocation et la nomination étaient divisées en deux actions juridiques distinctes. Arthur continua, la candidate désignée est Sophie Dubois. Nicolas laissa échapper un rire dérangé. Voyez, regardez ça. C'était l'objectif dès la première minute. Alors rassemblez les votes et bloquez la motion, riposta Thomas. Nicolas fut complètement muet. Arthur appela au vote. Le résultat fut une supermajorité en faveur. Thierry confirma le décompte. La motion numéro 2 est adoptée. Sophie Dubois est formellement nommée directrice générale. J'offris un simple salut respectueux à la salle. Thierry passa immédiatement au protocole. Conformément à la transition exécutive, nous gèlerons tous les protocoles d'autorisation bancaire et numérique liés à l'ancien PDG. J'hochai la tête. Exécuter la transition sans perturber les opérations quotidiennes. Annuler toutes les autorisations en attente sous la signature de Nicolas. Réacheminer tous les projets critiques actifs vers les vice-présidents appropriés. Les divisions outre-mer, demanda Thomas. Je maintiendrai un contrôle direct. Thomas, je vous confie temporairement tous les portefeuilles de ventes intérieures. Thomas soutint mon regard un instant, puis hocha la tête sèchement. Compris. La première priorité est la gestion de crise, ordonnai-je. Mélanie réactiva instantanément sa tablette. Je donnai mes ordres rapidement. Les relations publiques ne confirmeront que des faits strictement vérifiés. Refusez tout commentaire concernant des questions privées ou conjugales. Confirmez le lancement d'un audit interne formel. Confirmez la transition du PDG. Réitérez notre engagement absolu à maintenir la continuité des activités. Tenez-vous exclusivement à ces 3 points. Compris. Je tiendrai des briefings d'urgence avec nos banques institutionnelles cet après-midi. Les vice-présidents rendront personnellement visite à nos principaux clients nationaux. Qu'en est-il de Sterling Capital, demanda Thomas. Je m'en occupe personnellement. Organisez immédiatement une réunion avec Marc Etienne. Je vais le contacter tout de suite. Arthur prit la parole. Allez-vous seul? J'emmène les chefs de projet principaux. Marc a explicitement déclaré qu'il ne laisserait pas un différend domestique influencer un investissement d'entreprise. Je lui apporte une solution d'entreprise. Nicolas se tenait toujours près de la porte. Pensez-vous honnêtement que vous pouvez récupérer comme par magie 300 millions de dollars? Je le regardai droit dans les yeux. C'est la décision de Marc Etienne, pas la vôtre. C'est impossible. Alors j'irai le confirmer moi-même. Nicolas ouvrit la bouche pour crier à nouveau, mais Charles-Henri ouvrit les lourdes portes de la salle de conférence. Nicolas, par ici. Cette fois, Nicolas ne se défendit pas. Juste avant de sortir dans le couloir, il me regarda par-dessus son épaule. Tu vas regretter ça. Je ne pris pas la peine de répondre. Se vanter d'un coup d'état d'entreprise était une perte de salive. Ma seule priorité était de sauver l'accord de 300 millions de dollars. Lorsque les portes se refermèrent enfin, je pris la liste des clients de Mélanie. Sterling Capital est une priorité absolue. Assurez-vous d'obtenir une heure de réunion immédiatement. J'instruisis également Mélanie de synchroniser l'heure exacte de publication de notre communiqué de presse avec la bourse et la SEC. Si la nouvelle fuyait vers nos clients avant le dépôt officiel, nous perdrions le contrôle du récit. Gérer le calendrier d'un scandale, c'est la moitié de la bataille. J'ouvris le classeur suivant. Devenir PDG du jour au lendemain ne restaurait pas comme par magie la crédibilité que nous avions perdue dans la salle de bal. Je devais la regagner par le sang. La réunion avec Sterling Capital fut confirmée pour cet après-midi. Nous nous sommes rencontrés dans leur salle de conférence de haute sécurité à Midtown Manhattan. Marc Etienne ne perdit pas de temps en civilité. J'ai confirmé la transition de votre directeur général, dit-il en s'asseyant. Oui. Cela signifie-t-il que votre crise interne est résolue? Je secouai la tête. Non. Si un simple remplacement de PDG suffisait à réparer la corruption, vous n'auriez pas gelé la présentation du comité d'investissement hier soir.
Marc baissa les yeux sur les documents que j'avais posés sur la table. Je n'avais pas seulement apporté la résolution du Conseil. J'avais apporté la portée de l'audit interne, les protocoles d'autorisation nouvellement rédigés, une motion exigeant des approbations à double signature pour toute dépense exécutive au-dessus d'un certain seuil, la matrice révisée de la chaîne d'approvisionnement mondiale, les projections de coûts mises à jour et les sauvegardes de contingence. J'avais apporté exactement ce qu'il fallait pour réévaluer un risque de 300 millions de dollars. Marc feuilleta les premières pages. Pourquoi devrais-je confier 300 millions de dollars à une organisation volatile? Je m'attendais pleinement à la question. Parce que nous n'avons pas seulement changé le personnel, nous avons changé toute la structure de gouvernance. Marc leva les yeux. Je passai à la page suivante. Nous avons aboli l'approbation exécutive unilatérale pour les fonds discrétionnaires. Toute réaffectation de capital RD nécessite désormais des signatures obligatoires du directeur de projet principal et du directeur financier. Vous avez révisé vos statuts d'entreprise du jour au lendemain. Il existe une procédure légale pour les amendements permanents de l'entreprise. Ce que nous avons mis en œuvre ce matin sont des contrôles provisoires d'urgence. Les amendements formels sont actuellement en cours de rédaction par le conseil d'administration. Donc, c'est un travail en cours. Oui, répondis-je sans broncher. Mais geler les opérations pendant que nous rédigeons des documents est infiniment plus dangereux que d'agir immédiatement. Marc resta silencieux et passa à la section suivante. L'audit interne est géré exclusivement par notre division de conformité et des conseillers juridiques externes. Mes propres journaux d'autorisation sont audités selon exactement les mêmes paramètres, vous y compris. Si je m'accepte, ce n'est pas un audit. C'est une chasse aux sorcières. Marc revint en arrière d'une page. J'accepte vos protocoles de gouvernance. Cependant, corriger la corruption interne ne garantit pas que vous puissiez livrer le projet physique. Je suis entièrement d'accord. Je poussai la matrice révisée de la chaîne d'approvisionnement sur la table. Ceci est notre nouvelle modélisation des achats. Nous avons 2 grands hubs en Asie du Sud-Est, nos principaux fournisseurs de composants en Europe et des lignes d'assemblage nationales. Même si Nicolas gérait la relation avec Sterling Capital, la chaîne d'approvisionnement physique réelle a été construite et gérée par mon département. Cette infrastructure reste intacte à 100%. La livraison de la première phase reste inchangée. Marc plissa les yeux. Pouvez-vous garantir que les approbations nationales ne seront pas bloquées pendant la transition exécutive? J'ai transféré toute l'autorité des ventes nationales au vice-président Thomas Rivière ce matin. J'ai assumé un contrôle absolu sur les divisions internationales et les achats. Vous centralisez toute cette autorité? Temporairement seulement. Une matrice de restructuration permanente sera publiée d'ici vendredi. Marc hocha la tête à peine perceptiblement. Les données financières? Je montrai la feuille de calcul. Même si nous modélisons une fluctuation négative de 1% des taux de change, nous restons entièrement dans les marges contractuelles. Nous avons également inclus une proposition de réduire notre marge de 2%. Oui, j'ai vu ça. Avez-vous vraiment besoin de concéder autant de capital? C'est une compensation pour le risque inacceptable que nous avons imposé à Sterling Capital hier soir. Si vous pensez que vous pouvez racheter votre place dans cet accord avec une réduction, je ne suis pas intéressé. Moi non plus. Je tournai à la dernière page de l'avenant au contrat. Ce n'est pas une réduction. Nous intégrons des étapes de pénalité strictes dans le contrat. Les yeux de Marc se fixèrent sur la page. Les termes sont simples. 6 mois pour livrer la phase 1. Si nous manquons la date limite d'un seul jour, Sterling Capital déclenche la clause de pénalité. Il vous est également accordé une option unilatérale de résilier le contrat. Ce sont des termes incroyablement hostiles pour votre côté. Je ne les proposerais pas si je ne pouvais pas les exécuter. Offrez-vous la réduction de marge de 2% en plus des étapes? La réduction de 2% s'applique exclusivement à l'année 1. À partir de l'année 2, les marges reviennent aux termes originaux. Marc ferma lentement le classeur. Vous êtes très près de l'os. Je ne peux pas venir ici et vous demander de dégeler 300 millions de dollars sans mettre ma propre tête sur le billot. D'ailleurs,
Vous m'avez utilisé comme levier hier soir, n'est-ce pas? Je regardai Marc droit dans les yeux. Je ne vous ai pas utilisé, répondit-il froidement. Vous avez délibérément attendu que je sois sous le feu des critiques pour forcer Nicolas à exposer son incompétence devant le conseil. J'ai simplement observé la réalité de votre structure d'entreprise. Ce que vous avez fait de cette observation était votre décision. J'ai laissé le jugement final entre vos mains. Le coin de la bouche de Marc tressaillit en un sourire à peine esquissé. Vous êtes exactement la même qu'il y a 5 ans. Je n'ai aucune raison de changer. Marc ouvrit à nouveau le classeur, passant un long moment à étudier le routage de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Vos canaux d'approvisionnement exclusifs sont-ils absolument verrouillés? Ils sont acheminés par Miller Global. J'ai maintenu ces contrats pendant 5 ans, même avec un changement de PDG. Vanguard Energy Tech détient les accords cadres de l'entreprise. Nicolas Leclerc ne possède pas les lignes d'approvisionnement. Si Sterling Capital exige des droits d'audit étendus, nous les accepterons à condition que la portée soit explicitement définie. Rapport d'avancement mensuel garanti. Briefings obligatoires avant chaque étape majeure ajoutée au calendrier. Marc ferma le classeur pour la dernière fois. Compris. J'attendis. Je soumettrai cela au comité d'investissement demain matin pour une réévaluation. Ce n'était pas un contrat signé. Nous étions simplement de retour à la ligne de départ que nous avions perdue la nuit précédente, mais c'était suffisant. Merci, monsieur Étienne. Gardez votre gratitude. Si vous échouez au vote du comité, c'est terminé. J'en suis pleinement consciente. Si nous échouons, nous restructurerons l'offre. Marc ne se leva pas. Au lieu de cela, il tapota la couverture du classeur. Juste une dernière chose. Oui. N'écrivez pas tout ce désastre comme l'échec isolé d'un seul PDG voyou. Je n'ai aucune intention de le faire. Nous détruisons en permanence le système qui a permis à un seul dirigeant d'opérer en toute impunité. Alors je m'assurerai que le comité le sache. Je me levai pour partir. Au moment où j'atteignis la porte, Marc appela, Mademoiselle Dubois. Je me retournai. Légalement, mon nom de famille était toujours Leclerc. Marc avait clairement fait ses recherches. Mes excuses, Madame Leclerc. Je balayai ça d'un revers de main. Ce n'est pas grave. J'ai beaucoup de travail. Je montai dans la berline noire qui m'attendait à l'extérieur. Mon téléphone vibra immédiatement. C'était Mélanie. Le formulaire 8K de la SEC avait été déposé et le communiqué de presse avait été parfaitement synchronisé avec le marché. Transition du PDG, lancement d'un audit spécial. Aucun impact sur les prévisions trimestrielles. Nous n'avons pas émis un démenti défensif frénétique. Nous n'avons pas avoué de crimes fédéraux. Le marché a clôturé avec notre action subissant un coup, ce qui était inévitable. On ne mène pas un coup d'État hostile au conseil d'administration sans effrayer Wall Street. Mais grâce à Thomas et aux vice-présidents qui ont fait du terrain, les clients nationaux menaçant de geler les commandes ont reculé, nous avions stoppé l'hémorragie. Le lendemain matin, Sterling Capital a appelé, le comité d'investissement avait approuvé un examen secondaire conditionnel, les conditions étant des droits d'audit étendus, des rapports d'avancement mensuels et l'impitoyable jalon de phase 1 de 6 mois. Ils ont pris nos conditions proposées et ont resserré la laisse. J'ai accepté immédiatement. Le lendemain de l'examen secondaire, Marc m'a appelé directement. Le comité d'investissement a donné son approbation finale. Sous quelles conditions? Rapport mensuel, briefing d'étape, audits étendus et votre réduction de marge proposée de 2% pour l'année 1. Nous acceptons. Je n'hésitais pas. Accord conclu. Nous avons également inclus certains de nos propres paramètres. Le service juridique finalisera le contrat principal. Nous ne modifierons pas la date limite de 6 mois pour la phase 1. Bien. Je vous y tiendrai. L'appel se termina. Marc Étienne n'offrit aucun mot d'encouragement. Il n'offrit pas non plus de pitié pour mon mariage ruiné. C'était exactement comme je le voulais.
La semaine suivante fut un tourbillon de négociations brutales entre nos équipes juridiques, clauses de pénalité, conditions de résiliation, les paramètres exacts des audits étendus. L'accord était mort au moment où Nicolas avait tenté de minimiser une négligence grave comme une affaire de famille. Le faire revivre nécessitait des concessions d'entreprise froides et dures, pas des excuses. Le jour de la signature, Marc était strictement professionnel. 6 mois. Je veux voir les chiffres. Vous les verrez. Je signai le contrat. Le projet de 300 millions de dollars était officiellement de retour d'entre les morts. Je passai le reste de l'après-midi à confirmer les quotas de production avec nos centres à l'étranger. L'approvisionnement de la phase 1 était verrouillé. Je transmis le calendrier d'assemblage final aux usines nationales. Le calendrier de livraison était solide. Au siège, Mélanie rédigea un briefing mis à jour pour nos principales parties prenantes. Nous avons minimisé le drame du PDG et souligné la stabilisation de l'accord Sterling et nos nouveaux protocoles de gouvernance inébranlables. Thomas visita systématiquement chaque grand fournisseur national. Peu importait qui était allié avec qui la semaine dernière. Tout ce qui importait était de maintenir les lignes d'assemblage en marche aujourd'hui. Tandis que Thomas stabilisait le front intérieur, je vivais dans des salles de conférence avec les équipes internationales et d'approvisionnement. L'audit interne faisait rage en arrière-plan. Je remis chacun de mes journaux d'autorisation. Si l'enquête se concentrait uniquement sur Nicolas, ses avocats argueraient que c'était un assassinat ciblé. En appliquant les mêmes normes forensiques à l'ensemble de la direction, les faits devinrent incontestables. Une semaine plus tard, Sterling et livrèrent le rapport d'audit intérimaire. Le Pantouz de luxe, le Range Rover, les cartes d'entreprise, les virements personnels de Nicolas, le détournement de 1,2 million de dollars de R&D. Déterminer exactement combien de tout cela pouvait être légalement classé comme fraude d'entreprise nécessitait une comptabilité forensique méticuleuse. Cependant, le volume des dépenses sans objectif d'entreprise justifiable était stupéfiant. Sur les conseils d'un conseil externe, le conseil d'administration vota pour soumettre formellement les conclusions à la division des crimes en col blanc du FBI et à la SEC. Je votai en faveur de la motion. Être son épouse n'était pas une raison de me récuser, ni une raison de faire preuve de clémence. Les assignations fédérales arrivèrent peu après. Le FBI demanda les grands livres maîtres, les journaux bancaires, les contrats de location et les pistes d'autorisation numérique. Nous avons tout remis. Nicolas engagea un avocat de la défense très puissant qui déposa immédiatement une injonction contre notre audit interne. C'était son droit légal. Je n'ai pas essayé de l'arrêter. À peu près au même moment, j'ai engagé un avocat impitoyable en droit de la famille. J'ai demandé le divorce. La stratégie initiale était une séparation propre et non contestée. S'il refusait, nous le traînerions en arbitrage contraignant. C'était l'étendue de mon implication. Les 25% d'actions que je détenais avaient été acquises à mon nom lors du renflouement de Miller Global avant notre mariage. Je n'avais aucune intention de prétendre que chaque actif acquis pendant notre mariage était entièrement le mien. La fraude d'entreprise et les biens matrimoniaux sont deux champs de bataille distincts. L'accord de divorce proposé était simple, une division équitable des biens, aucun contact et une clause stricte de non-ingérence concernant Vanguard Energy Tech. 2 semaines plus tard, l'avocat de la défense de Nicolas, Richard Collin, envoya une contre-offre. Nicolas refusa de signer les papiers de divorce. Sa raison, le mariage a encore une chance raisonnable de réconciliation. J'ai ordonné à mon avocat de déposer immédiatement une demande d'arbitrage. Le tribunal de la famille a désigné un médiateur et fixé la première date d'audience. J'ai vérifié mon calendrier pour m'assurer qu'elle ne chevauchait aucune réunion du conseil d'administration et j'ai confirmé ma présence. Le camp de Nicolas a envoyé de multiples demandes officieuses pour un entretien privé en tête-à-tête. J'ai refusé chacune d'elles. S'il voulait parler, il pouvait le faire en toute transparence devant les avocats. La même semaine, j'ai été convoqué par le FBI pour un entretien volontaire. Ce n'était pas une arrestation. Les affaires de fraude d'entreprise prennent des mois, voire des années, à être montées. On m'a dit que Nicolas s'en tenait à son histoire.
Chaque dollar avait été dépensé dans le meilleur intérêt absolu de l'entreprise. Malheureusement pour Nicolas, les journaux bancaires ne mentent pas. Au fur et à mesure que les experts comptables fouillaient plus profondément, le volume impressionnant de paiements inexplicables brisa sa défense. L'entreprise a immédiatement engagé des procédures de recouvrement d'actifs civils, ciblant agressivement les fonds dont nous pouvions explicitement prouver qu'ils avaient été volés. Le conseil externe a déposé des motions pour geler les actifs personnels de Nicolas. Le tribunal a accordé le gel, mais seulement sur le montant exact que nous pouvions prouver de manière définitive avait été détourné. Lors de la réunion suivante du conseil d'administration, Thierry a présenté la mise à jour juridique. Nous n'avons pas gelé tout son portefeuille. L'injonction ne couvre que la somme spécifique que l'entreprise réclame en restitution. Thomas croisa les bras. Le conseil d'administration peut-il geler de force ses actions ? Non, répondit Thierry. Nous ne pouvons pas saisir unilatéralement les actions d'un actionnaire. Nous devons suivre les protocoles judiciaires standards de saisie d'actifs. J'acquiesçai. Une entreprise ne peut pas effacer comme par magie les actions d'un dirigeant parce que c'est pratique. C'est précisément pourquoi nous suivions les règles. Le lendemain du rapport de Thierry, l'équipe juridique de Nicolas déposa une motion agressive pour rejeter le gel des actifs. S'il voulait dépenser de l'argent à se battre devant un tribunal fédéral, c'était son prérogative. Le champ de bataille avait simplement basculé du conseil d'administration au palais de justice. Environ un mois après le début du chaos, mon avocat m'appela. La partie de Nicolas suppliait pour une conversation directe. Je refusai. Toute négociation passerait par les avocats. Ce soir-là, alors que je marchais vers ma voiture dans le parking de l'entreprise, mon téléphone sonna. L'identifiant de l'appelant était un numéro que je n'avais pas encore supprimé. J'hésitai une seconde, puis répondis « oui ». La voix de Nicolas était complètement vide. « Sophie, on peut juste parler ? 5 minutes. S'il s'agit du procès, parlez à mes avocats. S'il s'agit du divorce, parlez à mes avocats. Ce n'est pas seulement de ça qu'il s'agit. Alors de quoi s'agit-il ? Nicolas resta silencieux un long moment. Nous étions mariés depuis 5 ans. J'ai déjà entendu ce discours dans la salle du conseil. Non, j'étais hors de moi ce jour-là. J'ai paniqué. Et maintenant, si nous nous asseyons et parlons, nous pouvons arranger ça. L'argent de l'entreprise, les procès. Nous pouvons séparer le mariage des affaires. C'était toute la confirmation dont j'avais besoin. S'ils sont séparés, alors vous devez absolument parler à mes avocats. Sophie, attendez. Je raccrochai. Quelques jours plus tard, l'enquête fédérale est passée d'entretien volontaire à des assignations à comparaître devant le grand jury. Le FBI a frappé l'entreprise avec une demande massive de documents, et Nicolas a été convoqué pour expliquer les mêmes divergences, le Pantouse de luxe, le Range Rover, les cartes d'entreprise, le transfert fantôme de 1,2 million de dollars. Les mêmes chiffres que nous avions examinés dans cette chambre d'hôtel se trouvaient maintenant dans des boîtes de preuves fédérales. Ce que Nicolas a dit au FBI ne me concernait plus. 3 mois plus tard, la phase 1 du projet Sterling Capital a atteint son jalon crucial. Les centres d'Asie du Sud-Est ont livré les composants sans accroc. Les usines d'assemblage nationales fonctionnaient parfaitement selon le calendrier. Marc Etienne m'a envoyé un email étonnamment bref. Métrique de la phase 1 vérifiée. J'ai répondu par une seule phrase. Compris. C'était tout ce qu'il fallait dire. Regagner le contrat de 300 millions de dollars n'était que le début. La vraie victoire était l'exécution sur le site de production. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels, Thomas a présenté les chiffres de vente intérieure. J'ai ensuite présenté les données internationales et d'achat. Les marges bénéficiaires étaient fermement dans les objectifs projetés. Chaque client national qui avait paniqué et gelé ses commandes pendant le coup d'État du conseil d'administration avait repris des opérations normales après avoir audité nos nouveaux protocoles de gouvernance. Mélanie Leroy a présenté les métriques des relations publiques. La couverture médiatique des tabloïds concernant le scandale de l'ancien PDG s'est stabilisée.
La presse financière se concentre strictement sur nos jalons opérationnels. J'ai levé les yeux. Qu'en est-il des demandes entrantes? Baisse de 80% depuis la semaine de la crise. Les seules questions que nous recevons concernant l'accord sterling concernent les calendriers de livraison et les marges bénéficiaires. Nous ne recevons aucune demande concernant des questions personnelles ou conjugales. Maintenez ça. Nous n'avons pas gaspillé de capital à embaucher des cabinets de gestion de crise pour planter des articles d'opinion défensifs. Wall Street ne se soucie pas de vos excuses. Il se soucie de vos rendements trimestriels. Le directeur financier a projeté la dernière diapositive. Le bénéfice net trimestriel consolidé a augmenté de 40% d'une année sur l'autre. Un murmure de choc authentique a parcouru la salle du conseil. J'ai tapoté mon stylo sur la table. 40% d'une année sur l'autre, pas seulement d'un trimestre à l'autre. Correct, a répondu le directeur financier. Et ce chiffre exclut l'afflux temporaire de capital provenant des injonctions de recouvrement d'actifs. Compris. Je m'en suis tenu là. Vanguard Energy Tech n'est pas devenue une meilleure entreprise comme par magie simplement parce que Nicolas était parti. Nous avons simplement éliminé les goulets d'étranglement administratifs, coupé les artères hémorragiques du gaspillage d'entreprise et laissé nos directeurs faire leur travail. Le pic de 40% était juste le résultat naturel d'une entreprise fonctionnelle. La réforme la plus brutale que j'ai mise en œuvre a été la refonte de la matrice d'autorisation. Les dépenses exécutives nécessitaient des chaînes d'approbation complètement séparées. Les contrats de plusieurs millions de dollars exigeaient les signatures du vice-président exécutant et du directeur financier. Le détournement de fonds de R&D nécessitait désormais une déclaration sous serment du chef de département et un examen au niveau du conseil d'administration. Pendant le premier mois, les vice-présidents se sont plaints que la bureaucratie les ralentissait. Je n'ai pas seulement aveuglément serré les vis sur tout. J'ai en fait réduit les exigences d'approbation pour les dépenses opérationnelles de routine de bas niveau. Le cancer était le système qui permettait au PDG de déplacer unilatéralement des millions de dollars dans l'ombre. Thomas a pris la parole de l'autre côté de la table. Les directeurs des ventes préfèrent en fait ce nouveau système. Les limites sont claires comme de l'eau de roche. Ils savent exactement combien de marge de manœuvre ils ont avant de déclencher un examen du conseil. Alors nous maintenons les seuils actuels, ai-je dit. Thierry a présenté le rapport de conformité. Les demandes d'exception à la politique des fonds exécutifs ont chuté de 70% par rapport au mois dernier. Découvrez pourquoi, ai-je ordonné. Ont-elles chuté parce que les fonds étaient abusés, ou ont-elles chuté parce que des projets légitimes sont étouffés par les nouvelles réglementations? Interrogez les chefs de département. Une métrique en chute libre n'était pas automatiquement une victoire. Si nous étranglions le capital opérationnel de l'entreprise, nous nous paralyserions. Identifier la cause première était le vrai travail. Après la clôture de la réunion du conseil d'administration, Arthur resta dans la pièce. Sophie. Oui. Je ne pense pas avoir besoin de participer à toutes ces réunions désormais. Vous n'avez jamais été obligé de toutes les suivre. Arthur ricana. Vous ne changez jamais. Si le président a des devoirs, veuillez les remplir. Compris. Arthur se distancia officiellement du quotidien de la gestion exécutive. Il me accorda des droits de vote par procuration complets pour ses actions dans des limites légales prédéfinies. Il ne me remit pas simplement ses actions. Nous avons exécuté des accords de procuration en béton pour chaque résolution nécessaire du conseil d'administration. C'était un arrangement propre et professionnel. Je n'avais pas besoin d'hériter d'une dynastie familiale pour diriger une entreprise. Pendant ce temps, l'enquête fédérale s'est éternisée. Chloé Durand avait été suspendue le matin après l'incident de l'hôtel. Elle avait rendu son ordinateur portable, son téléphone et son badge d'identification de l'entreprise. Le cordon tout accès est resté dans l'enveloppe de preuves que nous avions confisquée cette nuit-là. L'audit interne a prouvé de manière définitive que Chloé avait utilisé le Pantouse de luxe et le Range Rover à des fins strictement personnelles et non professionnelles. La défense de Chloé était que Nicolas lui avait explicitement donné la permission.
Le service juridique a statué qu'un cadre accordant la permission d'abuser des actifs de l'entreprise ne rendait pas l'abus légal. Sur la base des conclusions de l'audit et des violations claires du code de conduite de l'entreprise, Chloé a été officiellement licenciée pour motif réel et sérieux. La licenciée n'a pas résolu instantanément sa responsabilité pénale potentielle. Qu'elle soit une complice volontaire dans le détournement ou simplement un pion relevé du FBI. Tout ce que nous avons fait a été de remettre les journaux du serveur. Les RH ont mené l'entretien de départ de Chloé. Elle a pleuré, affirmant que Nicolas lui avait dit que l'appartement et la voiture étaient des avantages exécutifs standards. Elle a juré que les frais de Saks Fifth Avenue étaient strictement pour des tenues professionnelles d'entreprise. Mais les journaux GPS du week-end vers les hantons et les reçus de sacs à main de créateurs ont anéanti cette défense. Les RH ont compartimenté les dégâts. Les dépenses professionnelles légitimes ont été amorties. Le reste a été signalé pour restitution civile. Nous avons transmis l'ensemble du dossier au FBI. Il aurait été incroyablement satisfaisant de la poursuivre en justice pour chaque sou par pure rancune, mais le travail d'une entreprise n'est pas de punir les personnes qu'elle n'aime pas. Notre travail est de récupérer le capital volé. Le service juridique a envoyé une lettre de demande de restitution formelle. L'avocat de Chloé a contesté une fraction de celle-ci et les avocats se sont battus à huis clos. Nous n'avons jamais prouvé de manière définitive qui avait divulgué les photos à la presse pendant la réunion du conseil d'administration. Il était très probable que ce soit Chloé, se déchaînant après avoir été escortée hors de la salle de bal, mais la probabilité n'est pas une preuve, et j'ai refusé d'inclure des spéculations dans un rapport d'audit d'entreprise formel. Le recouvrement d'actifs a été méthodique. Le bail du Pantouse de luxe a été résilié. Le Range Rover a été saisi et retourné au concessionnaire. Les cartes d'entreprise ont été désactivées. Cela seul n'a pas remboursé comme par magie les 450 000 $. Nous avons poursuivi agressivement le capital dépensé par le biais de litiges civils. Le fonds de RD de 1,2 million $ n'a pas été traité comme un seul bloc d'argent volé. Les experts comptables l'ont méticuleusement tracé. Une partie avait en fait été dépensée pour des tests d'équipement légitimes. Une autre partie a été détournée vers la caisse noire du PDG. Le reste a disparu dans des comptes offshore que nous n'avons pas pu retracer immédiatement. Les auditeurs ont tracé une ligne dure entre les fonds poursuivis via des poursuites civiles et les fonds remis au ministère de la Justice pour des poursuites pénales. Avant de signer le rapport d'audit interne finalisé, j'ai posé une question à Thierry. A-t-il des hypothèses ou des théories spéculatives dans ce document ? Aucune, répondit Thierry. Tout ce que nous n'avons pas pu prouver explicitement avec une trace écrite est marqué comme non vérifié. Soumettez-le. Je n'avais pas besoin de gonfler les chiffres pour détruire Nicolas. Les faits vérifiés étaient plus que suffisants pour l'enterrer. Nicolas fut traîné pour de multiples interrogatoires par les procureurs fédéraux. Il maintint son illusion jusqu'au bout. Chaque dollar fut dépensé pour servir les intérêts stratégiques de Vanguard Energy Tech. Mais ces mensonges s'écrasèrent contre les relevés bancaires, les traceurs GPS et l'absurdité pure et simple de ces détournements de fonds de RD. L'entreprise déposa des plaintes pénales formelles. Le conseil externe remit au bureau du procureur américain un plateau d'argent de crimes financiers vérifiés. Nous avons omis les spéculations. Quelques semaines plus tard, Nicolas Leclerc fut inculpé par un grand jury fédéral pour fraude télégraphique, détournement de fonds d'entreprise et manquement à ses obligations fiduciaires. Il fut arrêté par le FBI. Je l'ai appris en regardant les informations matinales sur CNBC. Le bureau du procureur américain avait prévenu notre équipe juridique, mais je n'avais aucune envie d'être présente au tribunal pour son inculpation. J'avais une entreprise à gérer. L'arbitrage de divorce fut tout aussi brutal. Lors de la première séance de médiation, Nicolas refusait toujours de signer, implorant par l'intermédiaire de son avocat une seconde chance. Je ne daignais même pas répondre. La deuxième séance se concentra entièrement sur la division des biens. Je présentai la documentation prouvant que mes 25% d'actions avaient été acquises via Miller Global avant le mariage. Nous avons séparé les biens immobiliers et les actifs liquides acquis pendant le mariage.
J'ai explicitement cloisonné les poursuites civiles de l'entreprise pour restitution du patrimoine conjugal. Les avocats de Nicolas tentèrent d'utiliser le gel des actifs de l'entreprise comme levier pour extorquer un meilleur règlement de divorce. Je l'ai immédiatement stoppé. S'il voulait se battre contre l'entreprise, il pouvait le faire devant un tribunal fédéral. Je ne troquerai pas le capital de l'entreprise contre un divorce plus propre. Lors de la 3e séance, le camp de Nicolas céda. Ils soumirent un projet de règlement. Divorce non contesté. Non-ingérence stricte dans la gouvernance d'entreprise, une division équitable des biens matrimoniaux vérifiés. J'ai examiné le contrat. J'ai barré ces demandes pathétiques d'excuses formelles et j'ai réduit ces clauses de non-divulgation ridiculement larges. Une fois la poubelle retirée, je l'ai signé. Le divorce a été finalisé. J'ai légalement abandonné Leclerc et repris mon nom de Sophie Dubois. Au bureau, par pure habitude, certains des fournisseurs plus âgés continuaient à m'appeler PDG Leclerc. Je ne prenais pas la peine de les corriger à chaque fois. Une fois les nouvelles cartes de visite et les dépôts auprès de la SEC en circulation, le marché s'est corrigé. Rachel Martin, ma nouvelle secrétaire exécutive, s'est adaptée immédiatement. Le matin où la nouvelle série de cartes de visite est arrivée, elle a posé la boîte noire élégante sur mon bureau. PDG Dubois, vos nouvelles cartes sont prêtes pour examen. J'en ai sorti une. Sophie Dubois, directrice générale. Ça a l'air parfait. Allez-y et distribuez-les. Compris. Rachel hocha la tête et quitta le bureau. J'ai jeté l'ancienne pile de cartes Sophie Leclerc dans la déchiqueteuse. J'avais utilisé ce nom pendant 5 ans. Il n'y avait pas besoin d'un éloge funèbre dramatique. Le procès pénal fédéral s'est éternisé beaucoup plus longtemps que notre recouvrement d'actifs civils. Témoignages de témoins, présentation de comptabilité forensique, téraoctets de journaux de serveurs. Les avocats de la défense très chers de Nicolas ont essayé de soutenir que le détournement de RD était un pivot exécutif légitime, quoique non documenté. Les procureurs fédéraux l'ont méthodiquement démantelé, prouvant que les fonds étaient acheminés vers des sociétés écrans et des comptes personnels sans aucune surveillance de l'entreprise. J'ai respecté toutes les assignations fédérales, fournissant des preuves et des dépositions si nécessaire, mais j'ai rarement assisté au procès. J'avais une chaîne d'approvisionnement internationale à gérer. Des mois plus tard, le verdict est tombé. Nicolas Leclerc a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation de fraude télégraphique, de détournement de fonds d'entreprise et de manquement criminel à ses obligations fiduciaires. Le juge l'a condamné à 6 ans de prison fédérale. Les poursuites civiles en restitution ont progressé agressivement. Nous n'avons pas récupéré chaque dollar instantanément, mais les tribunaux ont établi un cadre juridiquement contraignant déterminant exactement ce qui avait été volé et qui allait saigner pour le rembourser. Le juge a explicitement cité le Pantouse d'entreprise, le Range Rover et les transferts frauduleux de RD comme preuves irréfutables de corruption exécutive. Thomas Rivière lut le jugement final dans la salle du conseil. Si nous avions juste mis en œuvre ces protocoles de conformité il y a 5 ans, rien de tout cela ne serait arrivé. Je gardais les yeux sur les projections trimestrielles. Alors nous les ferons appliquer à partir de maintenant. S'attarder sur le passé était une perte de temps. S'assurer que le prochain virement bancaire était autorisé était mon travail. Quant à Chloé Durand, le FBI a déterminé qu'elle était complice du blanchiment d'une partie des fonds détournés. L'entreprise l'a poursuivie en justice jusqu'à l'oubli. J'ai appris par le bouche à oreille qu'elle était complètement blacklistée du secteur des entreprises. Je n'ai pas cherché plus loin. Où elle travaillait et comment elle survivait n'étaient plus mes problèmes. Au printemps suivant, la phase 2 du projet d'infrastructure Sterling Capital a été officiellement lancée. Nous avons atteint le jalon de 6 mois de la phase 1 sans aucun problème. Sterling Capital n'a jamais déclenché la clause de résiliation. Lors de notre examen trimestriel à Manhattan, Marc-Étienne a regardé à travers la table. Suspendre la présentation cette nuit-là a été la bonne décision, dit-il. Je suis d'accord, répondis-je. Mais si ramener l'affaire d'entre les morts était la bonne décision, cela sera décidé par le rapport sur les bénéfices de la phase 2, n'est-ce pas? Marc jeta un coup d'œil au modèle financier.
Nous évaluerons les 6 prochains mois. Je l'attends avec impatience. Nous passons au point suivant de l'ordre du jour. Aucun de nous n'a mentionné le nom de Nicolas. Il n'y avait absolument aucune raison de le faire. Pour la phase 2, comme stipulé dans le contrat, nos marges sont revenues à leurs bases originales, très rentables. La coupe de pénalité de 2% était terminée, mais courir après les revenus sans contrôler les coûts serait absurde. J'ai passé des heures à décortiquer les rapports mensuels de logistique et d'approvisionnement, m'assurant que nos marges bénéficiaires restaient intouchables. Les contrats à l'étranger qui avaient stagné sous le régime de Nicolas ont été systématiquement renouvelés et exécutés. Il n'y a pas eu de communiqué de presse massif et dramatique. L'entreprise fonctionnait simplement comme une machine bien huilée. Plus tard cet après-midi-là, j'étais de retour au siège, préparant la revue opérationnelle du 3e trimestre. Rachel entra dans mon bureau, tenant un dossier rouge. PDG Dubois, le service juridique a besoin de votre signature sur ces mises à jour de conformité. Laissez-le sur le bureau. Je l'examinerai dans 10 minutes. Compris. Sur le coin de mon bureau se trouvait une enveloppe Kraft contenant les décrets de divorce finaux estampillés par le tribunal et les jugements fédéraux de restitution civile. Je l'ai ramassé et l'ai enfermé dans mon tiroir du bas. J'ai ouvert le tableur d'approvisionnement mondial. Un seul poste sur le tarif d'importation européen ne correspondait pas. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le directeur logistique à Berlin. Cette projection de coûts unitaires. Vérifiez-la par rapport aux tarifs commerciaux révisés de l'UE que nous avons signés le mois dernier et refaites les calculs. Le directeur s'est dépêché et 10 minutes plus tard, les données révisées sont arrivées dans ma boîte de réception. Elles correspondaient parfaitement au contrat cadre. J'ai autorisé numériquement le fichier et j'ai ouvert le dossier pour le prochain projet. La revue opérationnelle était à 15 heures. Je n'avais aucune intention d'être en retard. J'ai appuyé sur l'interphone. Rachel, assurez-vous que le rapport de conformité mensuel pour Sterling Capital est acheminé via le serveur sécurisé avant de partir aujourd'hui. Absolument, PDG Dubois. C'était tout. Tout était prévu. C'est tout ce qui comptait.